Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire criminelle qui m'a le plus choquée. C'est l'histoire de Junko Furuta. J'ai connu cette histoire quand j'étais adolescente et ça fait 10 ans maintenant où il n'y a pas une semaine où je ne pense pas à Junko. C'est l'histoire la plus folle que j'ai entendue. Elle m'a profondément attristée. Et le pire dans l'histoire, c'est que les coupables sont extrêmement jeunes. Ils ont entre 15 et 18 ans. Avant toute chose, cette affaire comporte des détails vraiment épouvantables. Je vous avertis, ça va être très compliqué à entendre. Junko est née le 18 janvier 1971. Elle avait 17 ans et toute sa vie devant elle. C'était une fille extrêmement mignonne, ambitieuse, très sérieuse. Elle était très bonne à l'école. C'était pas le genre à sortir, à boire, à fumer, etc. Vraiment, sa vie était plutôt simple. C'était les études et le travail. Parce qu'elle travaillait à temps partiel dans une usine afin de financer un voyage à la fin de ses études. Comme je vous ai dit, Junko était une fille très très mignonne. Elle avait comme une aura autour d'elle et elle plaisait aux garçons. Miyano, un mec de son lycée, un jour va la voir et lui dit qu'il est intéressé par elle, qu'elle lui plaît, c'était un peu sa crush, qu'il voulait sortir avec elle, etc. Et Junko l'a gentiment recalé, vraiment j'insiste, elle lui a tout simplement expliqué qu'avec ses études, son travail, elle n'avait pas trop le temps de commencer une histoire amoureuse. Un soir d'hiver, le 25 novembre 1988, aux alentours de 20h30, Miyano et son amie Minato se baladaient à Mito dans la préfecture de Saitama à la recherche de jeunes femmes à attraper. Parce que oui, le passe-temps favori de ces deux clochards, c'était d'attraper des femmes vulnérables, seules, afin de voler leurs affaires et de les véler. Et c'était vraiment une activité normale et régulière pour eux. Ces deux abrutis tombent sur Junko. Je vous rappelle que Junko a recalé récemment Minato. Et là, écoutez bien le plan qu'ils élaborent pour isoler, piéger Junko. En fait, Junko avait pour habitude de rentrer de son travail à vélo. Et Miyano demande à Minato d'attaquer Junko. C'est ce qu'il fait. Et en fait, il vient, il pousse Junko du vélo. Et après, il s'enfuit de la scène. Et là, Miyano, tel un prince charmant sur son cheval blanc, vient secourir Junko. Il lui dit « Ah mais c'est un malade lui, tu devrais pas rentrer toute seule, on sait jamais, je le connais ce mec, il est dangereux et tout et tout. » Et du coup la pauvre Junko était choquée en fait, elle devait se dire « Mais oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Elle accepte. Donc elle donne son adresse à Miyano et du coup il l'accompagne chez elle. Au début sur le chemin tout se passe bien, il parle, il gagne un peu sa confiance. Il faut savoir en fait sur le chemin pour rentrer chez Junko, il y a une sorte d'entrepôt. Et c'est là où le cauchemar commence. Miyano dit à Junko qui fait partie des Yakuza, la mafia japonaise, et il lui dit que si elle le suit pas et si elle fait pas tout ce qu'il veut, et ben il s'en prendra à sa famille. Il faut savoir qu'à ce moment-là au Japon, le taux de criminalité a explosé. Il était en hausse par rapport à d'habitude parce que le Japon normalement c'est un pays très très clean, il n'y a pas de problème et tout. Donc malheureusement elle savait très bien de quoi il était capable. Elle savait qu'il pourrait s'en prendre à sa famille vraiment sans aucun scrupule. Dans cet entrepôt, il va la ver pour la première fois. Et même si déjà là c'est extrêmement grave et triste, c'est rien comparé à tout ce qui l'attend. Par la suite, il l'emmène dans un love hotel du nom de Wings. Et là, il rappelle Minato, rappelez-vous, c'est le mec, son pote qui a poussé Junko du vélo. Et il appelle aussi Ogura et Watanabe. Là, il leur raconte tout ce qu'il a fait. Bien sûr, il s'en vante, il est tout content et tout. Et ces malades mentaux, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ouais, garde-la bien ici, on arrive parce que nous aussi, on veut s'amuser avec elle. Juste, faut savoir que Watanabe et Ogura ont uniquement 17 ans. Et je vous rappelle encore une fois, c'est pas la première fois de leur vie qu'ils font ça. Donc malheureusement, ils arrivent dans cet hôtel moisi et ils l'avaient aussi tous chacun leur tour. Directement après l'hôtel, il l'emmène chez les Minato, donc les parents de Minato. Et ce qui me choque, c'est qu'il y a genre 10 ans, quand j'ai entendu cette horrible histoire, moi je pensais qu'ils avaient kidnappé Junko dans une maison vide. Je sais pas, une maison abandonnée ou une maison à eux, vu que c'était des Yakuza. Peut-être qu'ils avaient les moyens. Mais pas du tout. Sachez que ça, c'est un des trucs qui m'a rendu vraiment la plus folle, c'est un truc de fou. C'est que tout ce que je vais vous raconter par la suite, tout ce qui s'est déroulé, donc le cauchemar de 44 jours que Junko a vécu, sachez qu'il y avait les parents dans la maison. Et d'ailleurs, il y avait même le frère de Minato. Enfin bref, ils ont obligé Junko à appeler ses parents pour leur dire que oui, en fait, tout allait bien, fallait pas contacter la police. En fait, elle avait fugué avec son mec. Déjà n'importe quoi parce que bah Junko, c'est pas son genre. Et ils ont dit aux Minato, les parents, que c'était une de leurs petites amies, que fallait pas calculer quoi. Avant de continuer, je vais aborder le sujet de la torture, donc tout ce que Junko a vécu dans cette maison. Encore une fois, les faits dont je vais parler sont extrêmement choquants, donc vraiment, âme sensible s'abstenir. Dans un premier temps, Junko a été vée par les 4, là je parle juste des 4, environ 400 fois. C'était tous les jours, en continu. Et vu que c'était pas assez, ils appelaient des mecs de leur lycée, donc c'est pas des Yakuza, c'est des mecs lambda, mineurs la plupart,
il les appelait pour pouvoir s'amuser et profiter de Junko. Et ces lycéens et certains yakuza ont vu Junko 500 à 600 fois. Est-ce que vous vous rendez compte? Tous les jours, des centaines de gros porcs âgés de 15, 16, 17, 18 ans venaient s'amuser avec elle. Au-delà des V collectifs, c'était pas assez pour ces monstres. Ils introduisaient des objets dans ces deux parties intimes, comme une ampoule allumée encore très chaude, ainsi que des feux d'artifice allumés, des bouteilles de soda en verre, mais également des brochettes en métal pour viande encore chaude. Ils enfonçaient des aiguilles dans ses seins. Un jour, ils ont même arraché un de ses tétons. Ils brûlaient des cigarettes sur sa peau et ils ont également brûlé sa partie intime. Genre vraiment, c'est insoutenable. Il l'obligeait à danser pendant qu'il la frappait et en fait, elle devait pas s'arrêter. Donc imaginez-vous, elle était aussi tout le temps nue. Imaginez qu'elle était en train de se faire tabasser, nue. Et elle devait pas s'arrêter de danser. Sinon, c'était encore pire, c'était encore plus violent. Il l'accrochait au plafond et il la frappait tel un punching ball. Il jetait des haltères sur son ventre, sur son corps. Elle était pratiquement jamais nourrie, mais ils l'ont quand même déjà nourrie de cafards vivants. Ils l'ont obligée à boire son propre pipi. Ils l'ont déjà enfermée dans le congélateur pendant plusieurs heures. Et ils l'obligeaient à dormir à moitié nue dans le balcon. Et rappelez-vous, nous sommes en hiver et au Japon il fait extrêmement froid. Le 15e jour après le kidnapping de Junko, Ihara, un mec de 15 ans, c'était un mec du même lycée qu'elle qui avait profité de Junko, est pris par une grande culpabilité. Et il va raconter, en fait il craque, il va tout raconter à son frère, il dit tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, etc. Et du coup, son frère va en parler à leurs parents. Du coup, les parents d'Ihara appellent la police et ils racontent tout. Vraiment, ils leur disent tout. Hein. Ils disent qu'il y a une jeune fille du nom de Junko qui est kidnappée chez les Minato, etc., etc. Et là, non mais, ce moment, quand je vous dis, il m'a tellement énervée. Écoutez bien, écoutez bien. La police, ils se rendent chez les Minato. Donc ils leur disent, ouais, on a eu un appel comme quoi il y avait quelqu'un de séquestré. Et les Minato, les parents, hein, ils disent à la police, ah mais non, mais pas du tout, c'est totalement faux, il y a personne chez nous, etc. On est outrés, waouh. Et ils disent à la police, bah vous savez quoi, rentrez, vérifiez de vous-même, il y a personne chez nous. Et là, la police, ils font quoi? Ils partent. Genre, les deux policiers, ils partent. Parce qu'en fait, pour eux, que les parents les invitent à rentrer vérifier, c'était une preuve... Waouh, c'était une preuve de fou. Alors que c'était juste du bluff des Minato en fait. Ils ont même pas fait le truc normal de rentrer, de vérifier. Je sais pas, ils auraient dû creuser un minimum. Et même si Junko aurait gardé des séquelles à vie, ils auraient pu la sauver ce jour-là. Ça faisait déjà 14 jours d'enfer pour elle et ils auraient pu tout stopper. Et ça me frustre d'une manière, vraiment, c'est un truc de fou. Et c'est pas fini. Parce qu'un jour, Junko arrive en fait, dans le couloir. Donc, elle était maintenue captive dans la chambre de Minato. Et quand tu sors de la chambre, en fait, t'as un petit meuble avec un téléphone vraiment à l'ancienne. Et en gros, un jour, elle arrive à attraper ce téléphone et à appeler la police. Donc, elle leur dit bien explicitement que elle est maintenue captive, etc. Et qu'est-ce qu'ils font, la police? Et qu'est-ce qu'ils font? La police rappelle. Donc au lieu d'envoyer une patrouille, au lieu de, je sais pas moi, bah oui, envoyer quelqu'un, ils rappellent sur le même numéro. Et là, la police tombe sur Miyano, donc le pire, hein, c'est le chef de tout ce cauchemar. Et il dit à la police qu'en fait c'était une erreur, il s'excuse, qu'en fait tout va bien, c'était une erreur et tout. Et du coup la police se raccroche et elle envoie personne. Et je vous rappelle encore une fois qu'en plus cette adresse elle a déjà été signalée, vu que quelques jours avant il y avait deux policiers qui sont venus. Et Miyano du coup il était tellement en colère. Il commence à frapper et à Junko, mais encore pire que d'habitude. Carrément, ce qu'il fait, c'est qu'il met du liquide inflammable sur ses jambes. À ce stade des tortures, c'était devenu vraiment un truc de fou. Junko mettait 1 heure pour aller aux toilettes. En fait, elle rampait au sol pour aller aux toilettes. Et encore une fois, vous allez me dire que les parents, ils ont pas vu ça. Genre, En fait, c'est un truc de malade. À force de se faire frapper, son visage était boursouflé, gonflé, il y avait des hématomes. Et en fait, ces gros porcs, ils se moquaient d'elle en fait. Ils lui disaient ouais, t'es trop moche, des trucs comme ça. Parce que quand il la frappait pas, c'était de la torture psychologique. Ses mains étaient brûlées, ses doigts étaient cassés. Pour le peu de fois où il la nourrissait, elle rejetait tout en fait, elle vomissait parce que son corps était tellement maltraité. Et comme je vous ai dit il y a quelques instants, elle a été brûlée aussi. Voilà quoi. Donc c'était plus possible en fait. Et dites-vous qu'elle les a suppliés maintes et maintes fois de la tuer, mais il voulait pas. Vraiment, il voulait pas. Ses blessures laissées sans soin ne cicatrisaient pas.
et ses blessures étaient très importantes. Du coup, elle commençait à avoir une odeur, c'était très choquant, mais elle avait une odeur de chair en décomposition, alors qu'elle était encore en vie. Vraiment, ses blessures étaient très infectées. Et ces clochards, ils étaient dégoûtés d'elle. En fait, ils la désiraient plus. Ils n'éprouvaient plus aucune attirance envers elle. Et je veux pas me répéter, mais vous allez me dire que les parents, ils ont pas senti l'odeur. Vu que ces 4 chiens de la casse n'avaient plus de désir envers Junko, ils sont partis attraper une jeune fille de 19 ans pour la V. Mais elle, ils l'ont laissé partir. Encore une fois, ils lui ont dit ouais, si t'en parles à quelqu'un, on est des yakuza, nous, on va s'en prendre à ta famille. Toujours le même blabla, le même discours. Et cet événement tragique pour la jeune fille de 19 ans, faut le garder en tête parce que c'est important pour la suite. Le 4 janvier 1989, les 4 psychopathes proposent un jeu à Junko, c'est le jeu du mahjong. Et Junko gagne. Et ça les met dans une rage inouïe. Et apparemment, Miyano, juste avant, il avait perdu à une partie de poker. Donc monsieur rageux original, il était extrêmement énervé. Et là, il s'en prend à Junko, mais d'une violence vraiment, cette fois-ci, c'était le summum. Et surtout que Junko, ça faisait déjà 44 jours qu'elle subissait les pires trucs au monde. Donc ils ont pété un câble sur elle tous les 4. Ils ont brûlé ses paupières avec de la cire chaude. Ils l'ont frappée avec des barres en métal. Ils se sont défoulés sur elle. Et vu que Junko était en PLS, en fait, elle n'arrivait même plus à se défendre, la pauvre. Vraiment, elle était juste là à leur merci. Ils se sont défoulés sur elle pendant près de 2 heures. Et en fait, à un moment, elle tombe et elle frappe sa tête sur la chaîne Ifi. Au début, elle commence à convulser. Et là, tout d'un coup, elle tombe dans les pommes et elle n'a plus aucune réaction. Et ces abrutis, ils pensent qu'elle fait exprès. Du coup, ils essayent de la réveiller. Parce que eux, en fait, ce qu'ils kiffaient dans l'histoire, c'était la voir souffrir. S'ils la frappent alors qu'elle est inconsciente, ils aiment pas trop. Non, mais vraiment des malades mentaux. Donc pour la réveiller, dans un premier temps, ils balancent des poids de muscu sur son ventre. Elle réagit pas, ils essayent de la réveiller. Et là, ce qu'ils font, ils mettent le feu à son corps. Personnellement, être brûlée vive, c'est ma plus grosse peur. Et cette partie-là de l'affaire, elle m'a vraiment anéantie. Et en fait, 2 heures après avoir été brûlée vive, elle finit par succomber, elle finit par décéder. Je ne sais pas si vous réalisez la force mentale et la force physique qu'elle avait. 44 jours de torture, d'humiliation, de V collectif. Il la brûle vive. Et elle reste encore 2 heures en vie. C'est vraiment horrible. Je ne sais pas comment on peut être fort à ce point psychologiquement, vraiment c'est waouh. Et c'était devenu tellement normal pour eux qu'elle soit en PLS tout le temps, qu'elle perde connaissance, que ils sont sortis, ils ont fait leur vie. Ils n'ont pas capté qu'elle était décédée en fait. Et c'est que le lendemain où le frère de Minato, parce que oui, je sais plus si je vous l'ai dit, mais le frère aussi était dans la même maison, il voyait tout. Il appelle Minato, il leur dit mais les gars, faut rentrer, Junko est décédé, etc. Vraiment, toute la maison était au courant en fait. Donc bref, le lendemain, ils apprennent la mort de Junko, ils rentrent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils la mettent dans un tonneau métallique. Ils mettent du ciment par-dessus le corps de Junko et ils l'enterrent à Koto. C'est d'ailleurs pour ça que quand cette affaire a été connue au Japon et dans le monde entier, les gens l'avaient nommée The Concrete Girl. Donc la concrete, c'est le ciment. Et du coup, la jolie, courageuse Junko s'est éteinte le 4 janvier 1989. Sachez qu'il y avait très peu de chances que le corps de Junko soit retrouvé. Vraiment, ces vermines allaient s'en sortir normal. Tout s'agit d'un quiproquo. 3 semaines après le décès de Junko, Ogura et Miyano se font attraper par la police pour le V de la jeune femme de 19 ans. Rappelez-vous, celles qui sont attrapées quand ils n'avaient plus de désir pour Junko. Elle a été courageuse pour les dénoncer à la police. Et du coup, ils se font interroger pour ce V. Les deux sont interrogés séparément. Et en fait, 9 jours avant leur arrestation, il y a eu un double meurtre. Le meurtre d'une maman et son fils. Et le policier bluffe. Il dit à Miyano qu'il est au courant pour le meurtre. Donc il parle pas de double meurtre, donc celui de la maman et son fils. Il dit juste qu'il sait pour le meurtre. Et vraiment, il enfonce bien le bluff. Il lui dit que son pote Ogura, il a tout dit. Vraiment, il a tout balancé, qu'il est au courant de tout. Que ça sert à rien de mentir, qu'il faut tout avouer. Et en fait, Miyano, il pense que son pote Ogura, ça y est, il a tout balancé, il l'a trahi. Et là, Miyano, il raconte tout au policier. Quand je vous dis tout, c'est vraiment du recal de Junko jusqu'à la maison de l'horreur. Vraiment absolument tout dans les moindres détails. Il donne même la position exacte du corps de Junko. Et là, le policier, il tombe de haut en fait.
ils s'attendaient pas du tout à ça. Les peines qu'ils ont pris, je vous préviens, ça va vous foutre la haine littéralement. Les 4 psychopathes ont été arrêtés. Et au début, vu qu'ils sont mineurs, leur identité a été protégée. Le Japon tombe de haut à la découverte de cette affaire. Et il y a un journaliste que je respecte beaucoup qui s'est dit qu'en fait, après tout ce qu'ils ont fait subir à Junko, les faits sont tellement graves, qu'ils soient mineurs ou pas, c'est impardonnable. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il révèle leur identité au monde entier. Il les affiche, littéralement, il met leurs photos, leurs noms, tout ce que vous voulez. Avant de vous donner les misérables peines, sachez que la mère d'Ogura est partie piétiner la tombe de Junko, parce que soi-disant, d'après elle, elle a gâché la vie de son fils. Tous les mecs, les lycéens qui ont profité de Junko, ainsi que les Yakuza, n'ont jamais été identifiés, donc eux... personne ne connaît leur nom, personne, en fait, on les a jamais attrapés. Ils vivent leur vie tranquille. Et du coup, pour les peines, dites-vous qu'ils ont été jugés pour coups et blessures. Alors que littéralement, c'est acte de barbarie, c'est meurtre, c'est Vraiment, c'est un truc de fou. Pour coups et blessures. Avant tout ce cauchemar, Junko mesurait 1m63 pour 51 kg. Quand ils ont retrouvé son pauvre corps, elle pesait 31 kilos. Les parents de Junko, quand ils ont appris, sa maman est tombée dans les pommes et a été admise dans un hôpital psychiatrique. Les Minato, les parents, ils ont rien eu. Ils ont essayé de donner de l'argent aux parents de Junko, mais ces derniers ont refusé. Et d'ailleurs, je fais un saut dans le futur. Sachez que Minato, avec l'argent qui devait être donné aux parents de Junko, il est parti s'acheter une voiture de sport. Vraiment, il en a rien à faire en fait. Les policiers qui ne sont pas rentrés vérifier si Junko était bien captive chez les Minato ont été licenciés tous les deux. Je sais pas comment on peut vivre après ça. Vraiment, moi à leur place, je me dirais tous les jours de ma vie que j'aurais pu la sauver. Bref, pour les peines, en 1990, Miyano prend 17 ans de prison. Et si, pour vous déjà, c'est très peu, mais vous n'êtes pas prêts pour le reste. Minato prend 4 à 6 ans. Je sais pas pourquoi, j'ai fait des recherches, mais il n'y a pas vraiment de détails sur la durée exacte de leur peine. Mais en bref, Minato, il prend 4 à 6 ans. Ogura, 8 ans. Vraiment un grand n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'ils ont le culot de faire appel. Sauf que le juge, il s'est dit, mais c'est des malades ou quoi? Déjà que leurs peines, elles sont... Voilà. Pour avoir fait appel, il est puni encore plus et du coup, il augmente leur peine. Mais sachez que c'est pas une augmentation de fou. En moyenne, ils ont tous eu 2 à 3 ans de plus en fait. Alors que pour moi, ça mérite la prison à vie ou la peine de mort. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre la peine de mort et pourquoi. Donc à l'heure actuelle, ils sont tous libres. Dites-vous que Minato, quand il a été libéré, il voulait percer. Et il s'est mis à faire des combats en fait. Et quand il était sur scène, enfin quand il était en train de faire ses combats, les gens y criaient le mot ciment en anglais pour l'affaire de Junko. Il se faisait huer, etc. Vraiment, ça a jamais marché. Je sais pas, il a cru quoi. Vraiment, il est malade ce mec. Donc il a jamais réussi. Watanabe, on n'a pas d'informations sur lui actuellement. D'ailleurs, ils ont changé leur nom la plupart. Ogura, quand il a été libéré, il est retourné chez les Yakuza. Il s'est vanté, mais pendant longtemps, de tout ce qu'il a fait à Junko. Vraiment, c'est un truc de fou. Comment tu peux ne pas avoir de pitié comme ça, ne pas avoir de remords. En plus, on se dit, ouais, ils étaient jeunes, peut-être que en grandissant, même s'ils étaient à un âge où tu comprends ce que tu fais, bah je sais pas, tu peux te dire que le temps passé en prison, tu peux éprouver de la culpabilité, je ne sais pas, mais non, pas du tout. Il s'en vantait et tout. Apparemment, 10 ans après sa libération, il a essayé de tuer un homme. Bah ouais, c'est ça de pas enfermer à vie des malades comme eux. En faisant mes recherches sur Reddit et X, j'ai vu que beaucoup de personnes pensaient que c'était un hasard en fait. En gros, que le soir, au tout début, ils se baladaient Miyano et Minato, où ils cherchaient une femme à attraper, et bah c'était du hasard qu'ils soient tombés sur Junko. Mais pour moi, pas du tout. Pour ma part, je pense que ils étaient au courant des activités extrascolaires de Junko, ils savaient qu'elle travaillait à côté, et du coup, ils traînaient là-bas parce qu'ils savaient qu'ils allaient tomber sur elle un jour ou l'autre. Ils ont déjà vu des femmes, etc., mais ils ont jamais fait ce qu'ils ont fait à Junko à d'autres femmes. Et pour moi, c'est uniquement parce que Miyano a été recalée en fait. Et ce qui me fout la haine, c'est qu'elle a vraiment vécu l'horreur et ils ont même pas été jugés pour au moins un meurtre. Et en plus, des centaines de personnes étaient au courant de tout ce qu'elle a vécu et personne n'a rien fait. Mis à part Hirashi et le manque de compétences des policiers dans cette histoire. Le jour des funérailles de Junko est tombé le jour où elle devait changer de travail. Et le patron de l'entreprise dans laquelle elle allait commencer à travailler, il est arrivé avec son uniforme qu'elle devait porter. Le directeur de son école est venu avec le diplôme de Junko parce que oui, elle avait réussi son examen. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce que sont devenus les pauvres parents de Junko. On sait juste qu'ils ont déménagé. Je vous remercie d'être restés jusqu'ici.
C'est vraiment l'affaire qui m'a le plus marqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de parler de Junko Furuta dans ma première vidéo sur cette chaîne. Je vais vous faire plein de vidéos sur des affaires criminelles, mais celle-ci, c'est celle qui m'a le plus marqué depuis des années. Ça a été vraiment compliqué de faire les recherches, de voir tous ces détails et vraiment c'est horrible. Merci encore d'être resté jusqu'ici. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.